Bon, eh bien la fin de saison approche pour le Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu'un match avant la fin de la saison. C'est une finale de Coupe de France, c'est pas rien. Et on partagera nos pronos à la fin de cette vidéo avec les amis de BetClick. Mais on en reparlera davantage sur nos pronos de cette finale tant attendue. Mais là, on s'est dit, il faut parler d'un cas, le cas des joueurs qui sont arrivés la saison dernière et à qui est-ce qu'il faut laisser une seconde chance ou pas. On ne parle pas d'autres joueurs, d'autres années qui sont arrivés avant, parce que là, on ne parle pas de seconde chance à ce moment-là, on parle d'une troisième, quatrième ou cinquième chance. Le thème, justement, c'est la seconde chance. Et donc, c'est des joueurs de la saison dernière, du mercato dernier. Il y a eu beaucoup de recrues. Et finalement, qui sont les joueurs sur lesquels on ne se pose pas la question, qui vont être épargnés là, de ce bilan? C'est Barcola, c'est Lucas Hernandez, malheureusement blessé, mais voilà, et Dembélé. Sinon, en fait, t'as personne qui est irréprochable, t'as personne sur lequel tu peux partir les yeux fermés la saison prochaine. Là, on est d'accord pour dire que ces trois joueurs que tu as cités, ce sont donc les indiscutables de indiscutables. Voilà. On les garde, quoi qu'il arrive, ils font partie du futur du Paris Saint-Germain. On va parler de deux autres cas qui, pour nous, en tout cas, sont des indiscutables sur qui, on va pas compter. Voilà, il faut s'en séparer, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de débat. Le premier, c'est Cherendor. Bon, on sent qu'il n'a pas le niveau. Même à Braga, ça semble compliqué. Un autre, on est d'accord là-dessus. Nous, ça fait pas débat, mais je pense que certaines personnes, dites-le nous dans les commentaires, expliquez-nous dans quel monde vous comptez sur ce joueur. C'est Milan Skriniar. Voilà. J'aime bien la théorie de la deuxième chance, du fait qu'il faut laisser du temps, l'adaptation, c'est pas évident, tout ça, mais en fait, il faut voir dans quelles circonstances. Désolé pour Skriniar, j'ai l'impression qu'on parle même plus d'un joueur de foot de haut niveau, en tout cas actuellement. Je reconnais pas un joueur qui est à l'aise avec le ballon. Ouais. Je reconnais pas un joueur qui a cette qualité pour laquelle on l'a signé, principalement le fait qu'il soit rugueux, le fait qu'il soit bon de la tête. Il a plus aucune détente. Alors je pense que ça a joué sur ses grosses blessures. Et en plus, il en a une nouvelle au Paris Saint-Germain. Donc moi, je me projette plus du tout avec ce genre de défenseur pour la saison prochaine. Ouais, et puis on le voit, on l'a vu sur des matchs. En plus, il a été titulaire sur toute la première partie de saison. J'ai pas un match référence de Milan Skriniar en tête. Et même passable, c'est rare. Non, mais c'est ce que je te dis. J'en ai pas un où je me dis c'est passable. C'est ça qui est dingue. C'est pas compatible avec Luis Enrique. La relance, oh là là, revoyez son. Bon, après, il revenait de blessure, mais quand il revient, après, c'est mois de blessure contre Marseille. Non, mais même, chaque ballon joué, c'est rendu pour l'adversaire. Théodore, la Ligue des Champions, juste la première partie de saison, contre Newcastle, où il s'est bouffé de la tête, contre Milan, il s'est bouffé de la tête. Franchement, merci pour tout, Milan Skriniar. Et puis, des espèces d'un contre un où il sublime n'importe quel joueur de Ligue 1. Désolé, Skriniar, c'est plus de 12 millions de salaires par an. Alors, pour être précis, c'est 13 millions d'euros. Et pour ça, les torts sont partagés. Peut-être qu'il fallait pas miser autant sur lui, même si tu l'as eu gratuit. Un tel salaire, quand tu sais qu'un Lautaro Martinez à l'Inter négocie pour une prolongation pour s'approcher des 10 millions d'euros, on n'est pas dans le même monde. Mais derrière, il y a un peu plus d'incertitude sur les autres cas. Un autre joueur qui est arrivé libre, mais qui a aussi un gros salaire, c'est Marco Asensio. Marco Asensio, donc, qui a eu un début de saison plutôt convenable avec le PSG, mais des blessures et petit à petit moins d'influence dans le jeu, et puis on le voit sur la fin de saison, c'est quand même pas extraordinaire. 7e salaire de l'équipe, quand même 830 000 euros mensuels, ça fait près de 10 millions d'euros, un petit peu moins, 9 millions 9 pour être plus précis. Marco Asensio, on en fait quoi? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le vend, sachant qu'il lui reste, donc à la fin de cette saison, il lui restera plus que 2 années de contrat? Qu'est-ce qu'on fait de Marco Asensio? Pour moi, sa saison, elle est complètement cohérente par rapport au profil du joueur. On savait que c'est un joueur qui a une certaine expérience, qui a une certaine classe, mais c'est un joueur qui n'enchaîne pas en fait, qui a toujours été barré par les blessures ces dernières saisons. Donc logiquement, il travaille pas ses automatismes avec l'équipe. Même quand on voit du bon, ça ne dure pas. C'est un joueur qui a un profil en plus assez similaire avec celui de Lee Kang-in, on en reparlera tout à l'heure. Un peu moins technique quand même, Lee Kang-in. Enfin, je trouve. Oh, technique. Je sais pas. Je trouve que c'est une technique peut-être différente. Non, mais je trouve en fait dans l'utilisation de ces gauchers qui peuvent jouer faux neuf, qui peuvent jouer ailier, milieu offensif. En fait, on les a vus tous les deux sur la feuille de match contre le Barça et t'as l'impression que les deux se marchaient dessus, ou plutôt les deux étaient nulle part. Donc pour moi, il faut pas accumuler ce genre de profil. Et je spoil déjà ce que je fais de Lee Kang-in, mais à choisir, moi, c'est Lee Kang-in que je garde, qui est plus jeune. Et Asensio, je pense qu'il peut garder une certaine cote pour le renvoyer, je sais pas, du côté de la Real Sociedad, de l'Atlético Madrid, en Espagne. Pour moi, si tu peux pas compter sur lui sur toute une saison en faisant enchaîner, etc., que t'as Lee Kang-in qui a des caractéristiques similaires, je choisis Lee Kang-in. Marco Asensio a 28 ans, on précise. Cette saison, il a disputé 30 matchs pour 5 buts, 7 passes décisives, 19 matchs en championnat, 6 en Ligue des Champions. Donc c'est une saison assez complète avec 30 matchs, malgré les blessures. Oui, mais qui est saccadé. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, Marco Asensio, ceux qui étaient là l'année dernière sur les talks, moi, j'étais pas le
plus emballé par son arrivée parce que je savais exactement ce qu'on allait avoir. J'ai eu exactement ce que j'allais avoir, c'est-à-dire effectivement un joueur qui, je pense, en sortie de banc dans une équipe comme le Real Madrid pouvait apporter, mais au Paris Saint-Germain, on a vu quand même un peu plus de limites. On a vu quelque chose de satisfaisant, comme j'ai dit en début de saison, et puis petit à petit, ça a été plus compliqué. Et j'ai pas trop de matchs référence non plus de Marco Asensio. Alors, c'est un gage d'expérience, c'est effectivement quelqu'un qui peut marquer, qui peut faire des passes, comme j'ai dit tout à l'heure, 5 buts, 7 passes décisives. Ça peut apporter. Maintenant, à voir si un club, peut-être, je sais pas, justement Aston Villa, qui est peut-être sur Carlos Soler, est-ce qu'il pourrait pas aussi être intéressé par Asensio ? Faire un petit package espagnol. Pourquoi pas ? Je pense qu'à une offre de 10 millions d'euros, moi je m'en sépare pour le coup. Mais s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas une priorité à s'en séparer. C'est toujours une bonne option sur le banc, j'ai envie de te dire. Un joueur sur qui moi je serais pas du tout catastrophé si on le garde. Mais dans la gestion et dans peut-être l'exigence de notre mercato. Pour moi, je le retiens pas. Et encore une fois, se dire que tu paies un remplaçant 10 millions d'euros, même s'il arrive libre, c'est cher. Et je trouve que tu parlais de son contrat. Il arrive libre avec un contrat de 3 ans. Alors que tu mets des 5 ans, des 6 ans à des Renato Sanchez sans pression et tout, ça montre quand même l'ambition du PSG avec le joueur, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Parlons donc, on est d'accord pour dire un joueur qu'on garde, mais avec une bonne offre, on n'hésite pas, enfin une offre même correcte, on n'hésite pas à s'en séparer, on est d'accord là-dessus. Oui, complètement d'accord. Voilà. Avant de parler d'un autre cas, tu l'évoquais, celui de Lee Kang-in. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, on a passé la barre des 93 000 abonnés, on se rapproche des 100 000. Tout doucement. Exactement. Mais sûrement. Exactement, et en plus de ça, abonnez-vous parce que pour justement le Mercato Parfait, on vous réserve une surprise, un beau cadeau pour vous. Donc n'hésitez pas, pour pas louper, à mettre le petit like, le commentaire, l'abonnement, le petit pouce, ça dure 10 secondes et ça nous aide énormément, n'est-ce pas Théodore ? Ah oui, on se rapproche des 100K. Vous savez pas à quel point c'est un rêve pour moi. Exactement. Les gars, je faisais des vidéos sur FIFA au lycée déjà, donc je rêve de ce trophée depuis trop longtemps et on va bientôt peut-être le savourer ensemble et ça sera grâce à vous. Passons à Lee Kang-in. Lee Kang-in qui a donc disputé 35 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Avec le PSG ? Avec le PSG, effectivement. Je pensais moi. Pour 5 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. On l'a vu à plein de postes différents, on l'a vu au milieu de terrain, on l'a vu plutôt en attaque, sur le côté gauche, à droite. Bref, qu'est-ce qu'on fait de Lee Kang-in ? Un cas qui divise, je trouve, chez les gens. Il y en a certains qui ne trouvent pas grand-chose, qui fait pas assez de différence, qui fait pas assez de dribble, et d'autres qui se disent, lui, pour le coup, on laisse une seconde chance, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je me suis un peu spoilé, mais je vais peut-être étayer mon propos. Pour moi, c'est un joueur qui a un très bon profil, très complet, qui est compatible avec ce que demande un Luis Enrique. C'est pour ça qu'on était quand même assez content, je pense, à son arrivée, quand on se dit un petit joueur comme ça pour 20 millions, c'est une bonne trouvaille. J'en attendais plus pour cette première saison, mais en même temps, ce qu'on se disait un peu en off, il arrive blessé, il part 2 fois avec son pays pendant la saison. Donc peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes et on a envie d'en voir plus pour la saison prochaine. Cette saison, tu l'as dit, elle est tronqué, complètement tronqué. Il arrive effectivement, il fait des premiers matchs de préparation plutôt séduisants. Super match d'entrée contre le Havre, première mi-temps sur un côté, et il se blesse directement aussi. C'était frustrant. Il joue à peine, il est dans le groupe contre Dortmund, je me souviens début de saison, puis après il part pour remporter, je crois que c'est les Jeux d'Asie, puis il revient, puis après il repart pour la Coupe d'Asie en janvier. Il a eu du mal à enchaîner, même si il y a eu du bon. Une bonne entrée contre Milan, où il a taffé Théo Hernandez, où il marque juste après une petite feinte de Gonzalo Ramos. Il fait un super match, je me souviens, contre Montpellier au Parc des Princes en fin 2023. Et même à Montpellier, il marque un très beau but, il me semble. Donc Montpellier vraiment lui a bien réussi. Moi, personnellement, je le garde. Je le garde parce que je trouve qu'il a quand même une bonne base technique. C'est quelqu'un qui a un centre de gravité plutôt bas. C'est quelqu'un qui arrive déroutant. Qui arrive à avoir une belle capacité à éliminer des joueurs sur des courts espaces. Une capacité d'accélérer, il a une belle frappe de balle, on l'a vu, on parlait des buts tout à l'heure, on le voit même marquer des coups francs avec sa sélection, on le voyait précédemment en Espagne. Je pense que c'est le type de joueur, alors peut-être que je me trompe, où justement on peut avoir ce côté un peu Vitinha, c'est-à-dire sa première saison un peu compliquée parce que le contexte fait que c'est compliqué pour lui. Là c'est pareil, je pense que le contexte était compliqué pour Lee Kang-in, mais dans une deuxième saison, je pense qu'il a son petit truc à jouer. Ouais. Il a ses petites places à prendre. Je sais pas en tant que titulaire, je pense pas, tu vois, mais en sortie de banc où justement il faut un peu dynamiser une équipe.
Moi, j'y crois en Lee Kang-in, j'y crois. Mais je lui trouve aussi une certaine nonchalance. Je sais pas, c'est ce que je perçois. Et je sais pas si c'est un joueur qui va faire les efforts dans sa progression pour passer un step. Après peut-être que c'est pas. Oui, mais et peut-être que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Déjà, si c'est un très bon super sub, bon bah pourquoi pas. Ouais, en tout cas, sur la saison prochaine, j'ai envie de voir. Et alors, il est jeune aussi. Il a 22 ans, Lee Kang-in. Donc ça reste un jeune joueur que Paris va devoir développer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est d'accord. On le garde. On lui donne une seconde chance. Chance. Parlons d'un autre joueur qui a eu un peu une seconde chance, mais plutôt sur une même saison. C'est Gonzalo Ramos, qui a eu une première partie de saison compliqué, on va pas se mentir, des difficultés à trouver sa place dans le jeu, des difficultés à trouver un peu et à réussir à être décisif. Il y a eu son transfert qui a été officialisé en décembre. Dans le même temps, on a appris qu'il a été touché d'un virus visiblement qui lui a fait perdre 8 kilos. Il a été plusieurs fois à l'hôpital. Novembre-décembre, et il a joué quelques minutes à peine. Et en 2024, métamorphosé, décisif contre Marseille, décisif en championnat, contre Rennes, contre Le Havre, contre Clermont aussi, décisif dans quasiment tous les matchs. Il est deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 sur la deuxième partie de saison avec 8 buts en 2024 seulement. Contre Lyon aussi. Ouais, moi je trouve ça même dur de le mettre dans ce bilan des deuxièmes chances. Pour moi c'est évident. C'est pour ça, 40 matchs, 14 buts de passes décisives. Je pense qu'on peut vite faire son cas. Voilà, pour moi, c'est évident qu'il doit continuer de s'inscrire dans le projet. C'est un joueur qui a une super mentalité, qui donne tout, qui a rien lâché alors qu'il a eu une arrivée un peu plus compliquée, comme tu l'as rappelé. Avec de la concurrence aussi, avec un Barcola, avec un Dembélé, avec un Kolo Muani. Et il a été clutch, il a tout donné quand on l'a fait appel à lui. Donc pour moi, il faut compter sur lui pour la saison prochaine. De là à se dire, est-ce que tu le places en titulaire indiscutable? Moi, je pense pas. Moi je pense pas. Je pense qu'il faut toujours lui mettre une certaine concurrence avec un autre profil, mais je le mets dans les plans de la saison prochaine. Il reste 2 cas. 2 cas qui font débattre. 2 cas épineux. On va commencer par Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, donc, qui a été acheté 60 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. C'est le premier transfert du PSG, ce nouveau PSG entre guillemets. 60 millions d'euros, milieu de terrain le plus cher de l'histoire du Paris Saint-Germain, rappelons-le. Il a disputé cette saison 37 matchs, 0 but, 3 passes décisives. Une saison particulière. Bizarre. Vraiment, un début de saison bluffant, exceptionnel, même jusqu'où je vais. Des matchs... à couper le souffle, que ce soit contre Lyon, contre Lens, contre Dortmund Lorient, à l'aller aussi. Contre Dortmund à l'aller. Un joueur avec une qualité... À l'aller en poule, on précise. Oui, bien sûr. Avec une qualité physique et un engagement exceptionnel. Et peut-être même une qualité technique surprenamment bonne, alors qu'il n'était pas vraiment, alors qu'on avait fait le descriptif justement dans un talk où c'était pas son point fort. Et puis petit à petit, plus la saison avançait, plus on l'a vu en difficulté dans des matchs, et bien lorsqu'il y avait de l'intensité, comme contre Newcastle, comme contre Milan, et il a perdu sa place de titulaire derrière comme ça. Et puis une année 2024. Tu sais quel a été le tournant pour lui cette saison? Je pense précisément. Moi, je pense que c'est. Ça se joue sur une action pour moi. Moi, je pense que je sais. C'est quand Guimarães mis un On l'a perdu. On l'a perdu à ce moment-là. On avait notre top 6. Parce qu'il faut se souvenir quand même de la veille du match contre Dortmund, justement, à l'aller, on nous dit Ugarte incertain. On était tous là. La panique. Non, Ugarte, c'est pas possible. Comment on va faire sans lui? Ça paraît fou. Quoi, dans une saison, ça paraît fou très maintenant. Vite. Ugarte qui n'est plus dans les plans de Luis Enrique, clairement. Dans les rumeurs, on parle effectivement de la recherche d'un joueur qui soit propre techniquement, créatif devant la défense en numéro 6. Ugarte a des qualités, mais ce ne sont pas celles-ci en tout cas. Des clubs italiens seraient sur lui. Lui, il compterait rester au PSG. Il voit bien finir Atlético, lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Manuel Ugarte? Et dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites de Manuel Ugarte pour la saison prochaine? Moi, perso, c'est un joueur que j'aime bien et justement qui m'a plutôt surpris. Notamment autour de sa qualité technique. C'est pas évidemment un Modric pour grossir le trait, etc. Non. Il le sera jamais. Non. Mais je trouve que par rapport aux critiques qu'il subit, où on dit qu'il est limité, etc., je trouve que même quand il joue peu, c'est pas si mal. Et je trouve que c'est un des rares à mettre de l'impact au milieu de terrain. C'est un joueur que moi j'apprécie, il est encore jeune. C'est le genre de joueur qui peut réussir ailleurs et on va s'en mordre les doigts. Donc moi je compterai sur lui. Par contre, comme tu l'as rappelé, Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui. Dans sa tête, c'est pas du tout un joueur qui est compatible avec la vision qu'il a d'un numéro 6. Donc je pense que le PSG ne le gardera pas dans ses plans. Moi je sais pas. Écoute, moi je suis assez dubitatif
pas qu'il n'ait pas de qualité, il a vraiment des belles qualités, mais moi je me souviens quand il y avait les rumeurs qui sont arrivées. Non, mais quand il y a les premières rumeurs, je me souviens, on était ensemble en live et on se disait, il n'y avait pas encore de Luis Enrique. Dans ma tête, je me suis dit, ça veut dire que c'est un Mourinho qui arrive. C'est un joueur, c'est un entraîneur rugueux comme ça qui va arriver, où effectivement, tu n'as pas besoin de la qualité technique d'Ugarte, mais plutôt de sa combativité, le fait que ce soit un soldat sur un terrain. Alors quand j'ai vu derrière que c'était Luis Enrique et que ta première recrue, ton milieu de terrain le plus dur de ton histoire, c'est Manuel Ugarte, je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça s'est avéré vrai. Encore une fois, je ne vais même pas parler en mon nom, je vais parler au nom de celui qui est l'entraîneur du Paris Saint-Germain et celui sur qui le PSG compte sur les prochaines années, puisqu'il va prolonger normalement dans les prochaines semaines. C'est Luis Enrique. Si Luis Enrique voit qu'il n'est pas compatible avec son jeu, si Luis Enrique voit que ce n'est pas le profil qu'il faut, il faut même pas aller chercher plus loin. Il faut juste s'en séparer. Je pense qu'il a une vraie cote quand même encore sur le marché. Il vient d'avoir à peine 23 ans. C'est encore un jeune joueur qui a tout à prouver et qui a des qualités qui sont indéniables, mais qui ne collent pas à celles que veut mettre en place Luis Enrique. En plus, il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé qui va arriver, Gabriel Moscardo, au poste de milieu défensif. Absolument. Qui lui, même s'il est très jeune et que il rejoue pas ces derniers temps, il revient d'une blessure, dans le profil, ça colle complètement. Un peu plus déjà. Après, il faut voir techniquement aussi. Techniquement, il est bon. J'attends de voir. Moi, il a 18 ans. Au niveau, évidemment. Au niveau, moi, j'ai vu dans, au Brésil, dans le profil, en Europe, c'est ce qu'attend un Luis Enrique. À mon avis, c'est pas un hasard si Luis Campos s'est projeté vers des joueurs comme ça, même vers Beraldo qui a cette qualité de relance. Il a d'autres défauts, mais il a cette qualité-là parce qu'il a travaillé en adéquation avec Luis Enrique, ce qui n'était pas le cas pour Ugarte, où Luis Enrique n'était pas encore nommé au Paris Saint-Germain. C'est clair. On s'en sépare. Dans l'idéal, j'aimerais un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Mais il n'est pas Luis Enrique compatible. Oui, mais attends, Luis Enrique, on ne sait même pas si dans un an ou deux, il est toujours là. Hein. Le projet, c'est avec lui. Je sais que c'est avec lui, mais tu connais le personnage aussi. Le dernier. Et celui-là aussi. Ça fait mal. Randal Colomwani. Ça fait mal. Acheté 85 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Arrivé le dernier jour en grande pompe au PSG. Quoi qu'il ait une saison très compliquée pour lui. 9 buts et 6 passes décisives, dont effectivement 2 en Coupe de France. Pour lui, il faut regarder au-delà des stats. Faut regarder le... C'est très compliqué. En fait, tu l'as pas recruté pour qu'il mette ces stats-là. C'est même pas ça le problème. Tu l'as recruté pour un style de joueur, pour les différences qu'il va te faire. Tu vois, un peu à l'image d'un Ousmane Dembélé. Et là, le problème, c'est qu'on reconnaît absolument pas le joueur. Il y a certainement un gros problème mental, d'adaptation. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il va se libérer s'il reste la saison prochaine. Le problème, c'est que on n'est pas là pour faire des paris en fait à ce stade-là. Son entrée au jeu contre Dortmund en quart de finale, en demi-finale à la Ligue des Champions. C'est affolant. Et quand tu vois, terrifiant. C'est pas affolant, c'est terrifiant. Mais terrifiant, je te jure, Théodore. Je suis plus âgé que lui. Tu me mets sur le terrain. Je te dis pas que je ferai mieux en accélération et tout, mais juste en passe. Les passes, toutes les passes étaient ratées, tous les contrôles j'aimerais bien nous voir face au mur jaune. C'est horrible. Non mais Théodore, franchement, c'est une catastrophe. Oui. Et je vais pas tirer sur l'ambulance parce qu'on me fait de la peine limite. Je pense que aussi pour lui, c'est une question de contexte, c'est une question de confiance. On voyait son match contre Lorient aussi, où justement après Luis Enrique a essayé de le remobiliser, a essayé de lui parler, etc. Mais Randal Colomwani, c'est parce que justement ce match contre Lorient, je pense qu'on a tous cette image en tête. Où t'as un super décalage qui se crée et t'as une passe en retrait pour lui, le contrôle est complètement raté. C'est sur ce genre de contrôle que c'est symptomatique, que tu te dis en fait si ce joueur reste comme ça, tu peux absolument rien en faire. Donc est-ce que t'es dans un schéma où tu laisses du temps, où tu te permets ce genre de pari? Mais c'est le principe de la vidéo. Oui, mais moi-même je suis assez partagé là-dessus. Parce que 90 millions d'euros, 85 millions d'euros, c'est énorme. C'est potentiellement, en fait, si là on s'arrête maintenant, c'est le plus gros flop de l'histoire du Paris Saint-Germain en termes de transfert. Bah oui, c'est le plus gros. C'est ton 3e plus gros transfert de ton histoire. Derrière Neymar et Mbappé, c'est Randal Colomwani. Et c'est là où je me dis, non mais attends, l'histoire elle peut pas s'arrêter maintenant, ça serait trop catastrophique. Il y a eu son bon match contre Marseille, on se rappelle, au Parc des Princes, le 4-1, où il marque un but et il fait une passe décisive. Et j'ai que ça en tête comme bon match de Randal Colomwani. Et justement, peut-être que la clé pour lui, c'est de lui donner un rôle où il aura plus d'espace, là où il en avait beaucoup, même en poste de 9 à Francfort, mais parce que c'est un autre championnat. Peut-être que sur le côté, là où on l'a trouvé vraiment fulgurant, je pense à cette avancée en fin de match contre Marseille où il fait cette passe décisive pour Gonzalo Ramos. Peut-être que dans ce rôle-là, il peut retrouver des couleurs, mais voilà, pour moi, il faut surveiller son euro, voir s'il retrouve de la confiance, surveiller peut-être la pré-saison, parce que je pense que ça se verra assez rapidement, en fait, les signes qu'il montrera, ses limites ou pas techniques, et ensuite se positionner, voir si tu as un prêt, parce que si tu le vends, en fait, c'est pour combien? Parce qu'il y a les rumeurs de Dortmund, moi j'y crois pas du tout.
quelle équipe aujourd'hui va mettre 50 millions d'euros, même si c'est un autre championnat et que certainement il sera meilleur là-bas. Oui, mais d'accord. Mais quand tu vois un Guirassy qui est dans les top buteurs de ce championnat, est-ce que tu as besoin de mettre 50 millions pour avoir un joueur comme ça? Non, mais tu as payé. Qui va avoir un joueur qui state. Non, mais regarde. Et je suis désolé, mais Ekitike, même s'il a montré des limites, pour moi, il a jamais été aussi mauvais que l'a été. Non. Il a jamais. Il a jamais eu autant de temps de jeu qu'un Kolo Muani. Ekitike avait des circonstances atténuantes parce que quand tu es avec Messi, Neymar, Mbappé, entraîné par Christophe Galtier, voilà, il y a quelques circonstances atténuantes. Et puis t'as pas la même attente aussi. Donc Ekitike, c'est. Non, moi je vois pas quel bon de sortie il peut avoir Kolo Muani. Alors peut-être que la solution, ça serait un prêt pour qu'il se relance. Franchement, je vais te dire, ça me fait de la peine pour lui. Là aujourd'hui, je pense qu'il est rentré dans un. Je ne veux pas que ça se transforme où effectivement un mec comme Kurzawa, tu vois, qu'aujourd'hui il se fait moquer, on l'insulte pour tout et pour rien, etc. Je pense que c'est vraiment c'est réducteur, mais un chic type. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Il va avoir 26 ans cette année. Là, il est pris à l'Euro. Tu sais pas trop pourquoi. Tu vois, à côté de ça, t'as des Lacazette ou des mecs comme ça. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'il est pris, mais il est quand même là et que sa place en équipe de France, elle est en suspens clairement pour la suite de sa carrière. Moi, je pense pas que non plus Luis Enrique soit l'entraîneur fait pour lui. Je pense que ce contexte n'est pas fait pour lui. Je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui c'est trop haut pour lui. Et je dis pas que ça ne le sera pas. Il pourra pas être à la hauteur un jour. Mais là, il a besoin de se relancer. Il a besoin de relancer sa carrière qui a été mise en pause pendant 1 an avec le PSG pour son bien et pour celui du PSG, mais pour son bien, il doit partir. Il doit partir et Paris doit se retourner sur d'autres profils de joueurs qui soient, je le répète encore une fois, aussi plus compatibles à Luis Enrique. Et voilà, et qu'en plus de ça, Paris peut récupérer, je pense, des liquidités malgré tout du côté de la Bundesliga ou du côté de l'Angleterre. Priorité au départ pour tout le monde. Je pense que c'est un mariage qui s'est pas fait, c'est dommage parce que les images étaient très belles à la fin du mercato dernier. Il était content, tout le monde était content. Puis il y a quand même ce prisme qui est très important, le fait qu'il ait été surpayé. Qu'il soit arrivé le dernier jour du mercato. Pas de sa faute. Oui, exactement. Et je pense que ça a été un poids hyper lourd à endosser pour lui. Malheureusement, ça le suivra toute sa carrière au PSG, c'est 90 millions d'euros. Ça le suivra toute sa carrière. Peut-être que pour ça, s'il se relance avec un prêt et qu'il revient dans un autre mental, etc., alors peut-être. Peut-être que lui, justement, avec un prêt, peut-être que lui, avec un prêt, il voudra rester ailleurs. Peut-être, je sais pas. Mais c'est juste. Voilà, encore une fois, si ça avait été un joueur, je sais pas, qui arrive de Nantes pour 20 millions d'euros mais ça n'a rien à voir, libre, tu te fais pas le même bilan à la fin de la saison et tu te dis, oui, mais du coup, si tout est régi par le prix aussi, son cas en tout cas est très compliqué. Voilà. Je sais pas, curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dans les commentaires. Donc de tous les noms qu'on a cités, en soi, on garde de manière certaine, donc on a dit Barcola, Hernandez, Dembélé, Lee Kang-in, Gonzalo Ramos, un doute autour de Marco Asensio. En cas de bonne offre, on s'en sépare, mais sinon, c'est pas une priorité. On se sépare donc de Ugarte, Kolo Muani, Skriniar, Ndour. Et bon, il y a le cas d'Arnautovic, mais bon, c'est un 2e ou 3e gardien. Pour moi, c'est un 3e gardien dans ma tête. Donc, voilà. Désolé Arnaud. Voilà. Super dégradé espagnol. Même pas tant que ça. Et on parlait de la liste de tous ces joueurs. Est-ce qu'on va les retrouver ce samedi contre Lyon, où tu as la finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain donc joue contre l'Olympique Lyonnais pour une potentielle 15e victoire en Coupe de France. Et nos pronos justement qu'on va donner, ils sont sponsorisés par les amis de Betclic. On rappelle qu'on a un code CanalSub tout attaché avec un seul P et c'est en majuscule. Ce code vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet remboursés sur votre premier pari, et ça c'est important, s'il est perdant. 2 choses. La première, c'est si tu as moins de 18 ans, c'est ciao, tu ne peux pas jouer au jeu d'argent, c'est interdit par la loi. Et le deuxième, les amis, c'est ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important aussi, ça doit rester un fun. Voilà, en tout cas. Ça reste un fun. Ça reste un fun. Voilà, ça reste du fun, évidemment. Voilà, mais il ne faut pas le prendre comme un moyen de s'enrichir. Exactement. Non, pour ajouter un petit piment à vos matchs. Et si vous souhaitez du coup l'ajouter, vous inscrire, nous, ça nous aide beaucoup si vous utilisez notre lien en description. Voilà, tu as tout résumé parfaitement, Théodore. Ça reste un fun. Voilà, et ça reste un fun. Quels sont tes pronos ? Est-ce que tu y crois déjà ? J'ai jamais été aussi... flou, incertain de la saison. Ouais. C'est un match hyper spécial qui arrive après un moment de relâchement pour le Paris Saint-Germain. On le sent, le fait qu'on ait eu le titre, puis élimination en Ligue des Champions. Tu sais même pas, là, pour une finale de Coupe de France, définir le 11 qu'il va y avoir. Tu ne sais même pas si Kylian Mbappé va jouer. Tu ne sais même pas si Dembélé est à Cannes ou pas. Donc, très, très, très compliqué de se projeter. Alors que c'est quand même... une finale de Coupe de France, ça fait partie du bilan que tu vas tirer à la fin de la saison. Ça fait 3 ans que tu n'as plus gagné cette compétition. Exactement, donc ça reste très important dans nos objectifs.
ça arrive un peu à contre-courant. Ouais, alors que Lyon, eux, sont dans une certaine euphorie, sont peut-être dans une meilleure dynamique que nous. Mon prono, moi personnellement, Théodore, je vais te dire, je suis dubitatif aussi comme toi, et c'est pour ça que je ne vais pas me mouiller, mais je sens quand même un match nul. En tout cas, ça va aller jusqu'en prolongation. Ouais, je sens que ça va aller en prolongation, et la cote elle est à 4,40 chez les amis de Betclic. 4,40. Je vois un match serré, je vois un Lyon effectivement qui est redoutable en ce moment. Paris, comme tu l'as dit, fin de saison un peu bizarre avec la Ligue des Champions derrière, les discours de Luis Enrique, t'as l'impression qu'il y a un catastrophisme alors que quand même c'est une bonne saison dans le fond, les histoires de Mbappé, Dembélé, tu sais pas trop, bref. Je vois le match, je vois donc prolongation et après, advienne que pourra. Le PSG est à 1,56, vainqueur au terme du temps réglementaire, et pour Lyon, la cote est à 5,20. Ah oui. Je voyais pas que je suis pas sûr que ce soit aussi déséquilibré, j'avoue, sachant que Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 en 2024. Donc moi, je ne miserai pas pour Lyon, je ne fais pas ça. Par principe. Mais je comprendrais que quelqu'un le fasse, vraiment. La cote est très intéressante et ils sont quand même dans une belle dynamique. Exactement. Mais non, moi je reste quand même sur l'issue positive pour le Paris Saint-Germain, mais dans la souffrance. Un match qui va au moins jusqu'en prolongation, voire tir au but derrière. Voilà Théodore. Avec Kylian qui rate son tir au but et qui part sur cette image. Imagine. Aïe aïe aïe. Non, bon, désolé. Eh bah écoute, ça a été un long talk, mais ça aurait été intéressant. Oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement pour notre mercato parfait, avec Mehdi. On en brûle d'envie. Merci à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, ça nous donne de la force. Et on se retrouve très vite pour un prochain talk. À très vite. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.